on va continuer de tirer le fil de chacun des mots de ce vocabulaire que j'ai choisi. Et autant, quand on a parlé d'échelle la dernière fois, je pense que vous étiez dans un univers familier. Là, je vous encourage à venir dans un univers qui va, dans un premier temps, vous sembler désuet, et vous allez vous apercevoir rapidement que c'est pas du tout si désuet que ça, puisque nous allons parler de l'ornement. L'ornement est un mot tabou pour votre génération, surtout pour la mienne, hein, parce que, de manière très polémique, dans les premières années du XXe siècle, paraît un livre d'un dandy de l'époque qui est Adolf Loos. Adolf Loos écrit un tout petit pamphlet qui s'appelle Ornement et crime, E-T, hein, pas E-S-T. Hein. Mais évidemment, à la lecture de ce document, on s'aperçoit que le E-T de Ornement et crime d'Adolf Loos se transforme en un ornement est un crime, hein, et il essaye de... enfin, il donne pour cela un certain nombre d'arguments contre la pratique ornementale. Il ne fait, en fait, c'est vers 1901-1902 par là, il ne fait que faire aboutir la pensée des architectes ou des philosophes de l'art de la fin du XIXe siècle. Je pense, je vous l'ai pas mis au tableau, un livre de Ruskin, R-U-S-K-I-N, hein, un Anglais qui a écrit The Stones of Venice, les pierres de Venise, je crois, et les 7 lampes de l'architecture, qui sont un plaidoyer pour l'ancienne manière de faire, un plaidoyer pour l'artisanat qui se voit mis en cause et même abandonné. Enfin, la pratique de l'artisanat est abandonnée sur les chantiers au bénéfice des premiers produits de l'industrie triomphante. Je prends pour exemple le mouvement architectural qui a accompagné la mise en place de ce qui semblait être à l'époque, qui était d'ailleurs, les prémices d'un monde nouveau avec l'arrivée du chemin de fer. Eh bien, on le verra par ailleurs, les ingénieurs avaient pris... les ingénieurs apparaissent avec la disparition de l'artisan. C'est très concomitant. Hein. Et l'industrie se met à produire des colonnes en fonte d'acier, et au lieu de leur donner une forme nouvelle, puisque c'est un nouveau moyen de construire, c'est un nouveau composant pour le bâtiment, eh bien, les industriels qui fabriquent ces petites colonnes, ces colonnettes, hein, qui vont supporter tous les auvents ferroviaires de France, eh bien, ils choisissent de recopier une colonne, non, elle n'est pas corinthienne parce qu'elle est un peu difficile à mouler, doit être ionique ou dorique, hein, pour faire image, hein, comme si on avait voulu faire des colonnes classiques. Mais elles sont beaucoup plus fines, elles sont pas dans les mêmes proportions, elles sont donc faites en acier moulé. Et la critique de Ruskin, elle repose essentiellement là-dessus. Elle dit la disparition de la main de l'homme, la disparition du travail de l'ouvrier sculpteur, eh bien, c'est une perte pour l'architecture. C'est effectivement, il a raison, une page qui se tourne dans la manière de faire et dans la logique économique de la construction, concurremment, mais et de dire, ben non, on peut pas accepter une décoration, un ornement qui ne soit pas issu d'un travail particulier, d'un travail, comment dire,
spécial, que la pièce soit spécialement faite par l'artisan, souvent sculpteur, mais ça peut être un ébéniste, ça peut être un plâtrier, et que cette disparition du travail, du signe du travail de la main de l'homme sur le chantier condamnait la pratique ornementale. C'est ce que reprend Loos en grande partie, puisque lui, il arrive un peu plus tard, et il consacre que les composants du bâtiment sont tels qu'ils sont produits à cette époque-là, qu'il n'est pas nécessaire, j'y reviendrai, de mettre en place un ornement. Ça fait un deuxième père à Loos, Ruskin donc, l'anglais, un autre qui est allemand, qui est Gottfried Semper, qui publie à l'occasion de l'exposition de 1850, ce 19e siècle, il est passionnant, parce que toutes les grosses questions qui vont être résolues un peu hâtivement avec le mouvement moderne, elles ont été posées dans cette grande mutation de la révolution industrielle. Et Semper, et donc il y a un élément même de connaissance qui apparaît, ce sont les grandes expositions universelles. On a parlé de la Tour Eiffel l'autre fois, et là c'est l'exposition de Londres que Semper avait visitée, et dans cette exposition universelle de Londres, il y avait la reconstitution ou le témoignage de certaines colonies, donc des sociétés non pas primitives, mais des sociétés très traditionnelles, et on avait présenté des maisons mélanésiennes qui étaient en fait des charpentes. Hein, on est en plein dans la cabane, là on n'est pas dans la tombe. Et c'était des charpentes, et les murs étaient faits en fait avec des tressages de rotin ou de fibres végétales. Et Semper du coup proclame, après cette prise de conscience, il dit, mais au fond, l'origine de l'architecture, rappelez-vous le premier cours qui portait sur cette double origine de la cabane et de la tombe, lui il dit, non, l'origine c'est le textile, c'est le vêtement. Et effectivement, ces tressages artisanaux, eh bien, ils s'ornaient, ne serait-ce que même le mode géométrique du tressage faisait des dessins et des motifs. Donc, coupe en cours à la réflexion théorique de Ruskin ou de Semper, Adolf Loos nous dit l'ornement est un crime parce que c'est du gâchis c'est du gâchis d'argent. Hein, de toute façon, il n'y a que les dégénérés qui s'ornent, parce qu'à l'époque, les gens qui se tatouaient, c'était effectivement plutôt des prisonniers que le roi d'Espagne, parce que le roi d'Espagne est couvert de tatous, mais ça se faisait pas à l'époque. Donc vous voyez bien une espèce de rejet d'une société trop primitive, pas assez moderne. Hein, Adolphos revient beaucoup sur l'homme moderne, et l'homme moderne, lui, s'il valorise le travail de l'artisan dans l'ameublement, mais n'en a pas besoin dans l'énoncé architectural, et il récuse toute forme d'ornementation. Vous voyez bien derrière l'os, il y a aux enfants, dont je vous ai mis la référence, aux enfants et Corbusier qui, dans l'esprit nouveau, développent une idéologie qui s'appelle le purisme. Donc on est bien dans cette espèce d'idée d'apurer les formes, de purifier l'architecture de toute cette pratique ornementale qui effectivement s'était énormément, à cause justement de sa mécanisation, elle s'était énormément développée pendant toute la fin du 19e siècle. Hein. Pensez aux intérieurs
aux intérieurs bourgeois de la fin du 19e, tel que les raconte Proust, c'est encombré de bibelots de tous les sens, etc., parce que ce ne sont plus des travaux coûteux qui sont issus de ce travail artisanal, ce sont des objets industriels qui commencent à voir le jour grâce au progrès de l'industrie. C'est quoi la définition de l'ornement? C'est un motif accessoire dans une composition. Un motif accessoire. Motif, on comprend. Accessoire, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, qui n'est pas nécessaire, qui n'a pas besoin d'être là, qui est contingent, qui pourrait ne pas être là, hein, mais qui s'insère dans la composition. C'est-à-dire que quand il est mis dans la composition, il en fait partie. En musique, ce sont des notes supplémentaires à la mélodie, hein, qui renforcent le thème de la composition, ou en littérature, ce sont des mots qu'on rajoute pour faire plus expressif peut-être, hein, mais qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de la phrase. Orner, c'est aussi, dans les définitions, mettre en valeur, embellir et mettre en valeur. Embellir, on sait que la beauté, c'est un des concepts les plus compliqués à approcher, donc on va le laisser là. Mais mettre en valeur, vous verrez que si on développe un petit peu cette analyse, donner de la valeur, ça veut dire faire que ça vaille ça vaille plus que ce n'est. Hein, c'est enrichir, hein, au sens propre. Donc le motif accessoire dans la composition, il met en valeur. Une autre approche de la définition de l'ornement nous est donnée justement par cet collaborateur de Le Corbusier. Enfin, ils étaient, j'allais dire amis, mais je connais pas l'état de leur relation. Le Corbusier, quand il cesse, il s'appelait encore Jeanneret à l'époque, donc tout au début de sa carrière, est associé avec Amédée Ozoffan, qui est lui peintre. Et il publie l'Esprit Nouveau, il développe cette philosophie ou cette idéologie du purisme, d'un retour à une pureté, ou d'un retour ou d'un progrès vers la pureté, peu importe. Et donc, aux enfants, qui est pédagogue, qui va enseigner aux États-Unis avec des personnages étonnants comme John Cage et d'autres, définit, lui, l'ornement comme, il dit, au fond, au début de l'artisanat, dans les sociétés primitives, eh bien, on faisait pas toujours les choses très très bien, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas tous les outils, donc on faisait des erreurs par rapport à ce qu'on voulait faire, hein, et ben, pour camoufler l'erreur, pour cacher la malfaçon, on rajoutait un ornement. Il pense surtout aux premiers dessins sur les poteries, hein, dans les sociétés archaïques. Vous voyez que cette idée que là c'est justement la main de l'homme qui aurait fait l'erreur dans la parfaite symétrie de la poterie, hein, ou qui aurait laissé un défaut apparaître dans sa régularité, et ben, pour cacher cette erreur, on rajoute quelque chose. C'est amusant comme... Enfin, c'est pas amusant, c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec ce que je vous disais du coefficient d'Arche et Duchamp. Hein, c'est-à-dire que la manière dont... je vous rappelle la définition de Duchamp. Il dit, le coefficient d'Arche, c'est lui qui invente ce terme, hein, c'est la différence entre l'intention de l'artiste et ce qu'il a réalisé, hein, entre ce qu'il voulait obtenir et ce qui s'est fait dans le processus de fabrication et de création, qui fait que c'est pas exactement comme ce qu'il voulait. Et il dit, ça c'est le coefficient d'art. Donc il sous-entend que plus il y a une différence entre l'intention de l'artiste et sa réalisation, plus il y a de l'art. Ben, dans cette explication de l'ornement par aux enfants, on n'est pas très loin, puisque
l'artiste potier de la Grèce de 800 avant Jésus-Christ, et lui, il fait des erreurs et puis il corrige ses erreurs par un surcroît d'ornementation, alors qu'évidemment la machine que condamne Ruskin, qui fait des colonnes en fonte, hein, elle, entre son intention et son aboutissement, il y a 0 coefficient d'art. Hein, on peut rapprocher la critique de Ruskin, le point de vue des enfants et la définition de l'art chez les enfants, chez Duchamp, pour voir bien que ce passage de la main de l'homme à la machine a énormément bouleversé les conditions de création de l'art. Hein. Vous connaissez je pense qu'on vous l'a déjà rabâché, il y a un texte fondamental, très court, un peu difficile, mais qui a très peu de pages, de Walter Benjamin, hein, qui s'appelle l'œuvre d'art ou le statut de l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique. Hein, c'est un petit texte de réflexion sur les conséquences. Il pense beaucoup au cinéma et à la photographie. C'est un texte des années 30, hein, 1930 par là, qui analyse bien le changement du statut de l'œuvre d'art à partir du moment où elle est un multiple, ou est une reproduction, et la perte de ce que lui appelle l'aura de l'icône traditionnelle issue des mains de l'artisan. Pour illustrer le propos de nos enfants, je prendrai son compère, Le Corbusier, dans une anecdote que rapporte Simonet dans son livre sur la vérité constructive, et où il raconte l'anecdote suivante sur le chantier de la Tourette. Pour ceux qui l'ont visité, vous aurez vu que c'est un chantier extrêmement mal réalisé. Ça n'enlève rien à la qualité architecturale de la Tourette, mais c'est vrai que les murs sont pas vraiment droits, que les arêtes sont pas vraiment nettes, etc. Et donc ce chantier qui a été qui porte les stigmates d'un très très mauvais rapport entre Le Corbusier et ses donneurs d'ordre dominicains. Et donc Le Corbusier vient visiter son chantier, et la fenêtre du mur sud n'est pas du tout implantée comme elle devrait l'être sur les plans. Hein. Et l'entrepreneur, qui a parfaitement compris son erreur, dit bon, mais c'est pas grave, on va rectifier, on va recouler une autre. Et Le Corbusier lui dit non, vous écrivez en dessous de la fenêtre: ici, la main de l'homme est passée. Hein, et vous conservez la malfaçon. Hein, on voit bien que Corbusier aux enfants, là, il partage, hein, un petit peu ce point de vue sur l'accident, hein, sur l'accident ornemental, et Le Corbusier, c'est à travers cette phrase qu'il fait inscrire sous la fenêtre qu'il consacre. Très récemment, Bernard Desmoulins, dans son je sais plus, c'est un bâtiment culturel, je sais plus si c'est à Clichy, enfin, pour lequel il a été, qui a été beaucoup publié il y a 2 ans, il avait, avec l'entreprise de Gros Œuvres, aussi des difficultés d'exécution, et il a décidé que les malfaçons, les bullages dans le béton, les banches qui n'étaient pas bien droites, enfin, de les marquer en faisant accoler des petits stickers de feuilles d'or. Hein, ce qui est aussi là on est dans la tradition de la décoration qui, au lieu de mettre en exergue le défaut, le cache tout en le montrant. Vous voyez ce dispositif. Donc, on s'aperçoit que c'est pas je suis persuadé qu'aujourd'hui, là, quand je vous parle d'ornement, pour vous voyez
vous voyez évidemment tous les ornements qui ont accompagné l'histoire de l'architecture et l'architecture classique, les moulures, et tous ces genres de choses, et que vous ne percevez pas que vous en maniez aussi de l'ornemental. Hein. Et c'est là où c'est comme ça, en employant un mot et en le déclinant, qu'on va s'apercevoir qu'on est aussi très concerné aujourd'hui par la pratique de l'ornement. Alors, quelles sont les apparitions de ce processus ornemental? Il y a une chose qui me semble évidente, c'est qu'il porte une valeur mémorielle. C'est-à-dire que quand on utilise un nouveau matériau, je reprends ma petite colonnette de fonte des gares françaises ou anglaises d'ailleurs. Les chemins de fer, ça commence en Angleterre. Et donc, quand je reprends cette petite colonnette en fonte, il est évident, vu avec le recul, que les industriels qui fabriquaient ces colonnettes auraient dû faire ce qu'ils font aujourd'hui, un simple petit cylindre parfaitement droit, sans faux chapiteaux, sans faux pieds droits, etc. Eh bien non, ils ont pris le vieux modèle de la colonnette pour faire une colonnette en fonte qui n'avait absolument pas besoin de tout ça. Mais même la colonne, si on réfléchit un peu, quand vous voyez une colonne classique, hein, elle a un chapiteau, elle a un fût et elle a un socle, une espèce de soubassement. Hein. Pourquoi est-ce que la colonne ne descend pas jusqu'au sol? Eh bien, parce que, avant que les colonnes soient en pierre, les colonnes étaient en bois. C'était des troncs d'arbres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'architectures de l'Asie du Sud-Est, ou même encore en Chine d'ailleurs. Et or, le bois pourri, quand il est sujet à de l'humidité, à des périodes de sécheresse et d'humidité. Pour éviter le pourrissement de la base du tronc d'arbre qui sert de colonne, on a constaté que en les surélevant sur un gros galet ou sur une grosse pierre, on arrivait à empêcher ce pourrissement. On surélevait la base du tronc d'arbre. Mais quand les Grecs se sont mis à faire des colonnes en pierre, ils ont gardé cette idée du soubassement en pierre de la colonne en bois, et ils ont, je vais faire un petit dessin rapide, ils ont laissé le renflement de la colonne faite d'un tronc d'arbre. Au Japon, vous avez beaucoup ça, et qui est posé sur un gros galet. Hein? Et je vous expliquais pourquoi, c'est pour éviter le pourrissement du bas. Et donc, quand on va refaire des colonnes grecques, eh bien, on va retrouver ces éléments-là, qui n'ont absolument aucune utilité. Hein? Qui est bien la définition de l'ornement, c'est quelque chose d'inutile, hein, mais qui est la trace d'une autre manière de faire. Dans les années 50-60 est arrivé un nouveau matériau qui s'appelle formica. Et bien, pendant 20 ans, pour qu'il rentre sur le marché, pour qu'il rentre dans les habitudes, eh bien, le formica le plus vendu et le mieux accepté dans les cuisines de l'Europe occidentale, c'était le formica faux bois. Hein, c'est-à-dire que la table de cuisine qui était en bois, elle devient une table en formica, mais elle garde l'aspect de l'élément antécédent. Donc il y a beaucoup comme ça d'éléments
comment dire, d'habitudes qui sont là dans l'élément. L'élément a une valeur mémorielle qui me semble assez évidente. La deuxième manière, la deuxième fonction que peut avoir l'ornement, c'est, oui, on pourrait dire qu'il change l'ordre des choses. Alors, ordre des choses, allons doucement. Il y a, dans une composition d'architecture, mais c'est valable aussi en musique ou en littérature, je ne sais pas quoi, il y a des choses qu'on ajoute les unes aux autres. Et puis, il y en a une à qui on va conférer une force plus grande. On va exagérer par rapport à la nécessité, le caractère ou les traits d'un personnage dans une pièce de théâtre. On va souligner différemment un étage d'attique selon qu'on s'appelle Michel-Ange ou Raphaël. Et donc, c'est un sujet extrêmement sensible parce que derrière ce sujet se cache une question obscène qui est celle de savoir s'il y a une vérité en architecture. Il est évidemment évident qu'il n'y en a pas. Mais dans les débats d'Ottrekner, souvent, il y a des tenants ou des promoteurs de l'idée qu'il y aurait une vérité architecturale. Vous êtes saisi aujourd'hui par des demandes de vérité de la fonction, de conformité à la fonction, ou des demandes de vérité constructive. L'architecture n'est pas là pour raconter ces vérités-là. Et elle ne peut pas associer l'une et l'autre, déjà. Et la manière dont aujourd'hui effectivement, aujourd'hui, on ne va pas dans une agence ou sur un projet en discutant dire qu'en est-il de la valeur ornementale. On va parler du détail. Hein? Le détail et l'ornement n'ont rien à voir ensemble. Hein? Mais le détail, c'est une manière de finir. Mais c'est aussi une manière de montrer. Les architectes du XVIIe et encore du XVIIIe, ils avaient comme but d'annuler la lecture, de ne pas faire apparaître ce qu'on appelle les joints d'appareil, hein, c'est-à-dire les joints entre les différents lits de pierre qui constituaient l'édifice. Hein. Il fallait surtout que ça soit le plus lisse possible, qu'on ne voit pas s'il y avait eu 3 pierres ou 4 pierres pour monter la colonne ou le mur, hein, alors que nous, et pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que justement la mécanisation des composants est tellement prégnante qu'en fait on ne compose plus au chantier, on assemble des matériaux qui sortent des camions pour les 3/4, ceux qui sont faits sur place à part couler du béton, et encore la préfabrication du béton a parfaitement aidé à ce morcellement du travail de composition. Et donc le travail de composition, c'est assembler sur le chantier. Et quand on assemble deux choses, il y a toujours une imperfection, il y a toujours un joint. Et d'où l'importance aujourd'hui du détail et du joint creux, qui sont de fait la conséquence de ce que je viens de décrire sur l'organisation de la production des chantiers, mais qui prennent valeur qui se sont substitués dans le vocabulaire de l'architecture moderne à ce qu'était l'ornement dans l'architecture classique. Ça aboutit même d'ailleurs à une première anecdote à propos de un contemporain de Loos. Hein. D'ailleurs, comme Loos, un Autrichien
hein, du début du siècle. Enfin, à cheval sur les deux. Otto Wagner. Otto Wagner, qui bénéficie de l'aura de la sécession viennoise, 1988, je crois, et participe de la grandeur de la capitale du royaume d'Autriche-Hongrie, donc à Vienne, et il veut construire, on lui a la commande de construire la poste de Vienne, et sur le Ring. Et il a, dans le même débat que celui que Loos met en place, il se dit, bon, ben on va mettre un parement, nouveau mot de ornement, parement, on va y revenir. On va y mettre une pierre de parement, mais on n'a pas construit en pierre, donc on va bien montrer cette idée de la vérité, hein, on va bien montrer comment c'est fait, hein, et on va mettre 4 cabochons, on va fixer les plaques de pierre avec 4 cabochons, 4 grosses vis, hein, pour montrer que c'est fixé sur la structure de la façade. Et puis quand le chantier se déroule, on s'aperçoit que mécaniquement on trouve pas les bons cabochons, ou que ça tient pas, ou qu'il y a des problèmes peut-être d'étanchéité, que de l'eau pourrait couler, que du coup ça va geler. Enfin, on abandonne complètement l'idée de fixer les plaques comme ça de manière mécanique par des cabochons sur la façade. Et on va les coller au mortier, hein, et donc il n'y a plus du tout besoin de vis et de cabochons. Et Otto Wagner tiendra absolument à rajouter les vis et les cabochons qui rythmaient sa façade. Alors vous voyez un propos dans cette histoire de la poste de Otto Wagner, une démarche où on commence par vouloir être d'une sincérité absolue, d'expliquer comment on a construit les choses, etc. Donc, oui, c'est... Et puis, pour finir, on fait 4 fois pire par rapport à la sincérité de la construction, puisque on n'a plus besoin des cabochons, mais on les met quand même pour faire croire que c'est le cabochon, la vis qui tient la plaque, alors que la plaque a été collée. Hein, mais comme la plaque est collée, on ne la voit pas, hein, collée au mortier, mais on ne peut pas voir le mortier qui est derrière la plaque. Donc, ce cabochon, ce qui se voulait être un énoncé de vérité constructive, eh bien, c'est tout l'inverse qui arrive. Hein, et ça devient un mensonge constructif. Alors, là, on était justement... Ça aurait pu être un détail, si c'était le cabochon, ça aurait pu être un détail de la fixation des plaques. Eh bien, il s'est mué en ornement, en n'étant plus nécessaire. Hein, parce que l'inutilité de l'ornement, c'est le fondement de la définition. Il est inutile. Il ne sert à rien. Le cabochon qui fixait les plaques de la poste de Otto Wagner, il servait à quelque chose au début du projet. Mais après, quand on a changé de méthode, il ne servait plus, et donc ils étaient devenus inutiles, et ils étaient passés du détail à l'ornement. Pour introduire la 3e dimension d'interprétation de l'ornement, hein, mémoriel, déhiérarchisation, changement de l'ordre des choses, il y a une petite phrase que cite Littré dans sa définition d'ornement, évidemment, de Madame de Staël, peu importe, je vous cite la phrase. La parure des femmes était héréditaire, les diamants substitués dans chaque famille consacraient le souvenir du passé par l'ornement de la jeunesse. Là, vous avez les deux choses, là, le mémoriel, le bijou qu'on passe d'une génération à l'autre, et vous avez ce qui constitue à mes yeux la troisième application de l'ornement, et qu'on avait discerné dans la première définition, quand je disais mettre en valeur, c'est rajouter du prix.
un moment historique pour illustrer cette importance de l'argent, de la valeur. Il y a eu une mode à la fin au début du XVIIe. Début du XVIIe, hein, Henri IV, ces gens-là portaient ce qu'on appelait des fraises. Les fraises, c'était des espèces de colliers faits en tissu de dentelle, hein, qui est plissé. Hein, vous avez tous vu ça dans les livres d'histoire. Et ces fraises étaient faites quand elles étaient faites en dentelle. Mais pourquoi ces gens-là sont mis à se mettre ça autour du cou pendant, allez, ça a dû, une mode qui a dû durer bien une ou deux générations. Le travail, donc comme elle était plissée, cette dentelle pour faire la fraise comme on l'appelait, eh bien il y en avait des maîtres et des maîtres. Et c'était des maîtres de dentelle. Et la dentelle, c'était du travail, des dentelières. Donc, il y avait, et c'est pour ça que je prends cet exemple, parce que je le trouve un peu fort, on se mettait autour du cou des heures et des heures de surtravail, de travail inutile. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Lawes veut combattre l'ornement. Il dit, c'est un travail inutile. Hein, on gage de l'argent. Or là, justement, le but des courtisans qui portaient, qui se faisaient faire ou qui achetaient ces ornements vestimentaires, c'était de montrer qu'ils avaient le pouvoir de dépenser cet argent. Certaines des fraises, ça s'est beaucoup répandu en Hollande dans la bourgeoisie naissante, hein, Rembrandt, Frans Hals les dessinent et les montrent en peinture. Hein, la leçon d'anatomie de Rembrandt, ils ont tous ces machins-là autour du cou. Ça pouvait valoir aussi cher qu'un château. Mais c'était la bonne manière bon, grosso modo, c'est comme quand un nouveau riche achète une Ferrari, quoi. Il faut montrer qu'on a du pouvoir et que ça passe par la survalorisation. Hein. De la même manière, hein, quand Palladio fait le palais du Thiene à Vicence, son client n'a pas des gros moyens, il peut pas construire en pierre, donc il fait son bâtiment en briques, y compris les colonnes avec des briques à façade courbe, hein. Et il les enduit ensuite. Il ne montre pas la brique. Il met un enduit et il joint il fait des faux joints pour faire croire que c'est de la pierre. Il survalorise le bâtiment qui n'avait pas les moyens de se payer la pierre en faisant semblant que c'était de la pierre, mais c'est construit en briques. Vous voyez cette espèce de constance, en fait, hein, puisque rappelez-vous la citation des diamants, hein, c'est sûrement très joli, la lumière dans le cou d'une jeune fille, mais le diamant, c'est aussi de la valeur, du pognon et du pouvoir. Hein. Donc, c'est une des fonctions claires de cette fonction ornementale. Il y a une autre, mais c'est toujours lié au pouvoir. Là, c'est plus le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir politique. C'est l'ornement considéré comme un insigne. Si vous êtes un peu vigilant dans vos études de l'architecture classique, ce dont je suis pas sûr, mais c'est pas de votre faute, c'est parce que l'histoire telle qu'on vous l'enseigne en général, elle commence juste au plus tard, quand vos grands-parents sont déjà là. Mais si vous regardez un peu la modénature de l'architecture classique, regardez la façade de la colonnade du Louvre, vous avez des L inversées, deux L qui se croisent, c'est la signature de Louis XIV. Enfin, c'est pas la signature, c'est
l'insigne de Louis XIV, et s'il est réperté partout. Si vous rentrez dans la cour carrée, vous allez trouver le H et D, qui sont le signe amoureux d'Henri III et de Diane de Poitiers, hein, qui étaient les commanditaires du travail de Visconti sur la cour du Louvre. Donc vous voyez bien, par exemple, si vous voyagez en Chine, la même chose, mais complètement ailleurs. Les palais, les monastères, les bâtiments, les édifices importants portent sur l'albalétrier du toit un certain nombre de petits dragons. Et s'il y a 7 dragons, on est chez l'empereur. S'il y a 6 dragons, on est chez un haut dignitaire, et on finit avec un dragon. Hein. Et donc cette manière permet d'identifier à qui appartient et à quel niveau du pouvoir, à quel niveau de proximité vis-à-vis du pouvoir se situe ce bâtiment. Donc la fonction d'insigne qui est devenue dans nos sociétés la fonction du logo. Hein. Sauf que c'est plus des signes de pouvoir politique, c'est des signes de pouvoir marchand et de pouvoir financier. Hein, la fameuse petite banane de Nike, hein, c'est aussi prégnant que les signatures de Louis XIV sur la colonnade du Louvre. Les deux exemples sur le palais Tienne de Palladio en briques qui fait semblant d'être en pierre, avec l'effort malhabile et désespéré d'Otto Wagner d'éviter l'ornement en le refabriquant, hein, on voit bien qu'on est passé de l'ornement objet à quelque chose qui est ornemental mais qui n'est pas vraiment l'ornement au sens où on l'imagine classiquement, c'est le parement. Le parement, c'est pas un objet qu'on rajoute, c'est comme un vêtement un peu, c'est une pellicule qu'on met sur le bâtiment. Le mot parement aujourd'hui, c'est très curieux de le constater, il s'adresse, c'est un vocabulaire de la joaillerie, hein, une parure, hein, de la lingerie féminine, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une parure, qu'est-ce que c'est qu'un parement. Or, si vous regardez juste quelques secondes la production contemporaine, vous verrez que les façades que vous voyez, what you see is not what you get, hein, nous disait Coulas, eh bien, les façades que vous voyez, ce sont des parements. Et les nouvelles réglementations thermiques d'isolant par l'extérieur, alors là, elles obligent quasiment à la fonction du parement. Donc vous voyez l'ornement à travers le parement est totalement utilisé, même pas majoritairement, enfin quasiment hégémoniquement par l'architecture contemporaine. Je veux un exemple, la tour de Nouvelle à Barcelone, la tour Akbar, elle a une forme qui est un peu la même que celle que Foster a fait à Londres, un peu plus grand, enfin bon, hein, cette forme un peu suppositoire, un peu obus, mais elle est parsemée de petites fenêtres sans intérêt, mais il y a dessus une résille de brise-soleil, qui ne sont pas des brise-soleil puisqu'ils sont sur toute la circonférence de la tour, donc il y en a qui sont plein nord, donc c'est pas un objet fonctionnel, mais qui ont fait l'objet d'une commande à un graphiste ou coloriste, et c'est vrai que la nuit, quand c'est allumé, c'est une merveille. Mais donc il y a cet ensemble multicolore comme ça qui masque l'apparence de la tour et de ses fenêtres, hein.
Et donc, les fenêtres disparaissent sous cette résille, au détriment de la qualité du contact avec l'extérieur et de la vue qu'on peut avoir quand on est dans la tour. On est à un point haut de Barcelone et on pourrait voir tout Barcelone. Ben non, on est enfermé derrière ces lamelles horizontales qui vous empêchent de voir dehors. Mais vous voyez bien le parement de la tour de Nouvelle à Barcelone, c'est effectivement une chose totalement rajoutée, mais qui vise à maîtriser l'aspect de l'objet architectural in fine. Hein. On est de manière très différente, parce que c'est pas pour valoriser, mais on est dans la même démarche que Palladio quand il tartine ses briques d'enduit à Vicence. Donc, cette histoire de parure, de parement, ça nous évoque le vêtement, et ça évoque effectivement ce qu'avait vu Semper à la fin du 19e, hein, quand il avait pensé que l'architecture était la traduction d'une fonction textile. Et quelle est la fonction textile primordiale dans l'histoire humaine? Ben, c'est le vêtement, évidemment. C'est intéressant. Et vous avez vu que tout au long de l'exposé, j'ai buté plusieurs fois sur cette récurrence de trouver une vérité à l'architecture dans la manière de construire et de la faire apparaître. Les Grecs, pour dire vérité, disent altheia. Et altheia, en grec, étymologiquement, c'est dévoiler. Donc, il ne pourrait y avoir de vérité que dans le dévoilement. Et pour ça, il faut qu'il y ait un voile, évidemment. C'est la logique normale du jeu du désir, du caché, du montrer. Mais pour pouvoir montrer, il faut avoir caché, il faut s'être caché d'abord, hein, pour montrer. Donc, vous voyez cette concomitance-là qui vient et à laquelle je vais faire franchir un deuxième pas. Ornement, en grec, se dit cosmos. Vous savez bien que cosmos, ça veut dire l'ordre du monde, le monde et son ordre. Hein? Et alors, pourquoi l'ornement porterait-il le même nom que ce qui est l'ordre du monde? Preuve de cette concomitance de l'ordre du monde et de l'ornement, le cosmétique, qui vient bien de cosmos, mesdemoiselles. Le marché du cosmétique a triplé en moins de 10 ans dans nos sociétés. Hein? Donc, vous voyez bien, on est en train de toucher à quelque chose qui dépasse l'architecture un peu de l'ordre de la philosophie, mais qui est une des choses pour lesquelles Darwin disait qu'il comprenait pas. Darwin, vous savez, qui a consacré sa vie à étudier les différents animaux et leurs évolutions, et essayer de comprendre le pourquoi de ce qui avait, d'où ça venait et comment ça évoluait. Il s'est pas du tout occupé de la filiation humaine. Il disait être désespéré chaque fois qu'il voyait un coq, parce qu'il comprenait pas la fonction sélective des plumes de coq, que ça sert à rien, que ça ne peut pas participer de l'évolution. On a dans cette manière d'autres exemples d'animaux ornés, sauf que c'est pas des ornements, eux, ils l'ont pas rajouté. Hein. La nature n'orne pas. Hein. La nature, elle fait les formes. Bon. Et il y en a qu'on trouve, nous, plus ornementales que d'autres. Mais qu'est-ce qui faisait que alors, en désespoir, Darwin, il s'est dit, bon, ben, si le coq a ces plumes-là, et que ça ne sert
pas à manger, ça sert pas à être plus fort, ça sert pas à rien, eh bien, ça relève, et effectivement chez les oiseaux, l'abondance de forme est souvent de cette nature, ça sert à la parade amoureuse. Donc ça sert à ce que le coq soit bien considéré par beaucoup de poules, et du coup ça sert à la reproduction de l'espèce. Donc, ouf, j'ai réussi à trouver la fonction des plumes du coq, se dit Darwin. Et bien, cette conjonction entre l'ornement et chez l'homme et l'être au monde, on a toujours pensé que, dans une espèce de pragmatisme utilitariste, que l'ornement, le vêtement dans les sociétés primitives, ça sert évidemment à se protéger du froid, nous qui grelottons dès qu'il y a un petit courant d'air. Les Yamanas, qui sont un des peuples de Patagonie qu'on a pu connaître dans des temps modernes récents, parce que la Patagonie c'était complètement désert, donc pas les explorateurs, mais les premiers colons se sont installés à la tournure au début du XXe siècle, donc ils avaient déjà des appareils photo, ils avaient plein de trucs, et ils ont rencontré ces tribus qui n'étaient pas encore oblitérées par l'alcool et les maladies. Et les Yamanas, qui vivent donc en Patagonie, c'est un endroit où il fait extrêmement froid, eh ben, ils étaient tout nus. Mais ils étaient ornés de peintures corporelles, ils étaient ornés de colliers de coquillages. Les amis préhistoriens me disent que dans les tombes néolithiques, on retrouve toujours des colliers de coquillages. Or, ces ornements-là, ils ne servaient à rien. Enfin, ils ne servaient sûrement pas à rien, parce que on va finir par se demander pourquoi ces trucs qui ne servent à rien tout le temps sont toujours là. Ils doivent bien servir à quelque chose. Et c'est là où la racine grecque est intéressante, parce que non seulement cosmos va donner cosmétique et disait à la fois l'ornement du monde, c'est drôle, oui. Enfin, l'ornement et l'être au monde, hein, mais le vêtement s'appelait cosmon. C'est le dérivatif de la même source étymologique. On sait que des conduites corporelles, par exemple, les coiffures des femmes dans certaines sociétés, elles vous permettent de savoir si la femme est vierge, si elle est mariée, ou si elle est ménopausée quasiment. Hein. En fonction de la coiffure, vous savez quelle est la disponibilité sexuelle de la jante féminine dans laquelle vous êtes. Hein. Et puis ça marche aussi pour les hommes. Hein. Il y a aussi des signes. Les pulls irlandais qui ont été à la mode à un moment, c'est des grands pulls en laine blanche, très bien, très travaillés, très décorés, très ornementés. Ils avaient comme source comme indication et l'appartenance de ceux qui le portaient à un village précis. Hein. C'est probablement les tatouages ou les peintures corporelles des Yamanas, c'était pour indiquer à quelle famille ou à quel clan ils étaient, et ces pulls irlandais avaient la même fonction, parce que quand il y avait un naufrage et qu'on récupérait des noyés, on savait de quel village ils venaient. Hein, on arrivait à identifier les morts grâce à ça. Donc vous voyez bien à quel point l'ornementation corporelle, le vêtement, mais aussi l'ornementation directement corporelle, comme la scarification ou la peinture corporelle, sont des indicateurs sont des insignes d'une certaine manière, hein, mais qui sont apposés sur le corps même de celui qui le porte. Donc ça fonctionne un petit peu comme des identifiants, enfin si j'ose dire, du statut social ou des choses comme ça. Donc l'ornement serait
en fait, enfin, c'est quoi? C'est un attribut culturel, c'est un ajout culturel à quelque chose de naturel. C'est pour ça que la plume du coq n'est pas un ornement, parce qu'elle est naturelle. Hein? Mais nous, quand nous ornons nos bâtiments, nous rajoutons au territoire, au paysage, hein, l'architecture elle-même est quasiment un ornement par définition dans ce cas-là. Hein. Si vous prenez, si vous changez d'échelle et que vous prenez le petit manoir dans le Vallon, le petit manoir, il qualifie différemment le Vallon, et il est bien un ajout d'un artifice à une réalité naturelle. Et considérer l'anecdote de la Bible qui dit que Adam et Ève, chassés du paradis, ils découvrent qu'ils étaient nus. Et évidemment, ils se précipitent pour s'habiller et se cacher, etc. Au fond, est-ce que l'ornement ne serait pas, pour essayer toujours de comprendre la racine grecque de cosmos, est-ce que l'ornement ne serait pas une manière pour l'homme qui est conscient, qui n'est pas comme le coq ou qui a une conscience d'être au monde, sa manière de vouloir faire partie du cosmos, et que c'est en passant par cet élément de l'ornement qu'il appartient au reste du monde, qui fait le lien avec le reste du monde, avec sa propre humanité. Je pense qu'on n'est pas loin d'une espèce de définition ontologique, on pourrait dire, de l'ornement, hein, d'une nécessité de ne pas être animal, de pas être nu, ne pas se comporter comme la part d'animal qui est en nous, évidemment, hein, mais de la sublimer, de la dépasser, et le meilleur moyen que je constate, de dépasser cet état animal, de revendiquer ce statut privilégié d'homme sur la terre, eh bien c'est de s'orner. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a évoqué deux choses aujourd'hui, peut-être quelque chose d'un peu révélant sur le fait que probablement l'homme considère qu'il est l'ornement du monde, hein, que le monde sans homme, c'est un monde où il n'y aurait pas d'ornement. Et puis un autre débat qu'on a juste effleuré, mais qui est important, hein, c'est celui des revendications de vérité d'une architecture. On pourrait terminer par une question, tiens, je vous invite à y réfléchir pour vous-même, hein, mais s'il y avait une vérité à énoncer dans l'architecture, quelle serait-elle? Puisqu'on a bien vu que c'est pas la vérité constructive, que c'est pas la vérité fonctionnelle, etc. Mais peut-être c'est justement celle-là. C'est que c'est la vérité de l'occupation humaine de la Terre, tangiblement posée par l'artifice de l'architecture dans le paysage.